Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à notre formation en ligne. Je m'appelle Fabienne et ma fonction principale est de vous aider à remplir correctement votre déclaration. Certains d'entre vous auront certainement déjà eu l'occasion de m'avoir en ligne ou via un Zoom meeting. D'autres auront peut-être eu le plaisir de me rencontrer au sein de votre société. Ma collègue Biena m'accompagnera tout au long de ce webinaire. Et nous vous présenterons d'abord le cadre théorique et vous expliquerez pourquoi vous devez remplir une déclaration. Aussi, quels sont les trois types de responsables d'emballage, qu'est-ce qu'un emballage industriel et quels sont les emballages que vous devez déclarer. Ensuite, je vous expliquerai plus en détail comment rassembler toutes les données, quelles sont les différentes méthodes de calcul et laquelle est la plus adaptée à votre situation. Et enfin, comment se connecter à notre outil en ligne MyDeclaration pour compléter et introduire votre déclaration. Si vous avez la moindre hésitation, il est toujours possible d'envoyer une question via le chat. Nos collègues se tiennent prêts à répondre à vos questions. S'ils peuvent le faire immédiatement, ils le feront dans le chat. Si la question est pertinente, pour la plupart d'entre vous, nous la traitons lors de la session questions-réponses, en direct à la fin de ce webinaire. Si votre question est très spécifique ou complexe, nous vous contacterons plus tard pour en discuter. Et cette session sera enregistrée et pourra être consultée par après sur notre site Valipak Academy. Et nous restons bien évidemment disponibles pour vous aider à remplir la déclaration aussi après ce webinaire. Vous pouvez toujours nous joindre par téléphone ou nous pouvons prévoir des sessions individuelles, soit via vidéoconférence ou encore une réunion dans vos bureaux. Fabienne, peux-tu m'expliquer le contexte légal, pourquoi que les entreprises doivent remplir une déclaration? Depuis 1997, nous appliquons en Belgique le principe de la responsabilité élargie des producteurs. Alors, il s'agit d'un concept qui vous rend, en tant que producteur ou importateur, responsable de l'ensemble du cycle de vie de vos emballages, de vos produits, que vous commercialisez en Belgique. Cette responsabilité élargie des producteurs a vu le jour lors de l'élaboration d'une directive sur les emballages par l'Europe en 1994. Elle a été transposée en Belgique en 1997 dans un accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballage. Il s'agit d'un accord de coopération entre les trois régions avec comme objectif réduire les déchets d'emballage, stimuler l'utilisation d'emballages écologiques ou réutilisables et enfin d'encourager le recyclage de ces emballages. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous présenter les trois organismes belges dont vous avez certainement déjà entendu parler. On a la Commission interrégionale de l'emballage, ou plus précisément la CIE, qui est l'organisme gouvernemental qui supervise le respect de la législation en matière d'emballage et les organismes agréés. Ensuite, nous avons FOST+, qui est l'organisme agréé pour la gestion des emballages ménagers. Et enfin, Valipak, en l'occurrence nous sommes l'organisme agréé pour la gestion des emballages industriels. Mais que prévoit l'accord de coopération? Il détermine qui est responsable des emballages et quelles sont ses obligations pour atteindre les pourcentages de recyclage imposés. Et concrètement, cela signifie que les entreprises ont trois obligations légales. Premièrement, il y a l'obligation de reprise, mais en Belgique, il n'y a pas d'obligation de reprise physique. Donc cela signifie que vous n'êtes pas obligé d'aller reprendre vos emballages chez vos clients. L'obligation de reprise signifie que votre entreprise doit bien démontrer chaque année qu'un certain pourcentage des emballages dont vous êtes responsable sont bien recyclés. Et l'accord de coopération a été adapté. Donc avant, il y avait un objectif global de 80%, mais maintenant, il y a des objectifs par matériaux. Et concrètement, l'objectif de recyclage pour le papier carton, le métal et le verre est fixé à 90%. Pour le bois, il faut atteindre 80%. Pour l'aluminium, 75% et pour les plastiques, 50%.
Mais pour les plastiques, l'objectif passera à 55% en 2023 et à 65% en 2030. Deuxièmement, il y a l'obligation d'information. Ça veut dire que chaque année, vous devez informer la Commission interrégionale des emballages que votre entreprise atteint l'objectif de recyclage. Troisièmement, il y a l'établissement d'un plan de prévention et ceci que s'applique qu'aux entreprises qui sont responsables pour plus de 300 tonnes d'emballage, ménagers et industriels confondus. Et individuellement, ces obligations sont difficiles à atteindre. Vous savez quel emballage que vous avez mis sur le marché, mais vous ne savez pas nécessairement si vos clients ont trié et aussi recyclé ces emballages. Et c'est pourquoi que Valipack a été créé. Donc notre mission est d'apporter une réponse collective à l'obligation de reprise et d'information de nos clients. Tant pour l'obligation de reprise que pour l'obligation d'information, nous nous basons toujours sur la déclaration annuelle que vous nous transmettez. Le plan de prévention est soumis directement à la Commission interrégionale de l'emballage ou via les fédérations sectorielles. Celui-ci devait être introduit en 2022 pour la période 2023-2025. C'est pourquoi nous ne rentrons pas plus en détail sur le plan de prévention aujourd'hui. Nous allons nous concentrer uniquement sur l'obligation de reprise et d'information. Avant de continuer, je vous invite à regarder maintenant une vidéo sur le fonctionnement de Valipack. Valipack offre une réponse collective à la responsabilité élargie du producteur pour les emballages industriels. Notre mission de base est d'atteindre pour nos clients les pourcentages de recyclage pour les emballages industriels qu'ils mettent sur le marché belge. Ces objectifs sont imposés par les autorités belges. Vous vous demandez certainement comment nous calculons ces taux de recyclage? Regardez plutôt. Chaque année, nos 7000 clients, les responsables d'emballage, nous communiquent les quantités d'emballage industriel qu'ils mettent sur le marché belge et payent une contribution par tonne. Nous recueillons aussi les informations transmises par les collecteurs de déchets sur les quantités d'emballage collectées auprès des entreprises belges. Près de 220 collecteurs ont conclu un contrat avec notre organisme. Ils reçoivent une rétribution financière en contrepartie des informations qu'ils nous communiquent. Valipack achète en quelque sorte l'information. Les déballeurs sont les entreprises qui réceptionnent des produits emballés et qui les déballent. Un déballeur peut être en même temps responsable d'emballage. Vous suivez? On continue. Leurs déchets d'emballage sont enlevés par les collecteurs de déchets. L'objectif de Valipack est de stimuler le tri sélectif auprès des déballeurs en leur offrant des primes. Enfin, nous croisons l'ensemble de ces informations pour calculer les taux de recyclage pour l'ensemble de nos clients. Les objectifs de recyclage par matériaux imposés par les autorités belges sont assez ambitieux. 90% pour le papier carton et le métal, 80% pour le bois et 50% pour le plastique. À partir de 2023, l'objectif de recyclage pour le plastique est fixé à 55% et d'ici 2030, il faudra atteindre un taux de recyclage de 65%. Ces taux de recyclage sont imposés par la Commission interrégionale de l'emballage. C'est l'organisme chargé de faire respecter la législation en matière de déchets d'emballage sur le territoire national. Chaque année, nous communiquons ces données à la Commission interrégionale de l'emballage. Nous pouvons ainsi démontrer que toutes les entreprises affiliées à Valipack atteignent parfaitement les objectifs de recyclage. Et ceci est la mission de base de Valipack et avec le nouvel agrément, il y a 4 nouveaux défis qui ont été rajoutés et qui sont repris dans ce modèle circulaire. Et dans ce modèle, les différentes parties prenantes sont aussi repris. Regardons maintenant les différents défis. Et le fil rouge de notre nouvel agrément est de favoriser la circularité des emballages industriels. Premier défi, c'est de stimuler la collecte sélective pour augmenter la qualité des déchets collectés. Donc pour encourager la collecte sélective, Valipack proposait déjà un prime conteneur et une prime sac. Il existait déjà également une prime de recyclage pour le bois et le plastique. Qu'est-ce qui est nouveau à partir du nouvel agrément? C'est la prime de démarrage qui passe de 100 € à 150 €.
et à partir de cette année, une prime de recyclage pour le métal. À partir de 2021, donc, nous devons atteindre un taux de recyclage de 90% pour le métal. Et donc, nous avons mis en place cette nouvelle prime de 10 € par tonne pour encourager les entreprises à travailler avec un opérateur affilié à Valipak, afin que nous puissions atteindre ce pourcentage de recyclage plus élevé et que votre entreprise reste en règle avec la loi. Et vous pouvez trouver les opérateurs affiliés sur notre site jetrie-dans-mon-entreprise.be et nous comptons bien sûr sur votre collaboration. Deuxième défi concerne la traçabilité. Donc, grâce à un programme de suivi et de traçabilité complet, nous pouvons garantir que les déchets sont bien recyclés. Au niveau du troisième défi, pour réduire l'empreinte carbone et s'assurer que le recyclage reste en Europe, nous souhaitons encourager le recyclage local. Pour garantir la disponibilité d'une quantité suffisante de matières plastiques recyclées, nous octroyons des primes. Ces primes sont spécifiquement destinées aux entreprises qui travaillent directement avec les recycleurs concernés. Alors, de quelle prime s'agit-il ? Nous avons une prime de 20 € la tonne pour les matériaux recyclés au sein de l'Union européenne. Nous avons également une prime de 10 € la tonne pour les matériaux recyclés en Belgique ou à proximité. Et enfin, une prime de 5 € la tonne pour les matériaux recyclés par des recycleurs certifiés EuCerplast. Et bien entendu, celles-ci sont cumulables. Par la mise en place d'un nouveau bonus, nous voulons également favoriser la circularité des emballages industriels, notre quatrième défi. Avec le bonus MyRecycleContent, nous récompensons nos clients qui mettent des emballages circulaires sur le marché belge. Ce bonus, réglé sous forme de remise sur votre facture, s'élève à 50 € la tonne de matières recyclées post-consommation, présentes dans des emballages industriels à usage unique, c'est-à-dire des matériaux qui proviennent de la collecte sélective dans les entreprises ou qui sont triés dans les centres de tri. Pour pouvoir en bénéficier, vos emballages doivent contenir au minimum 30% de matières recyclées post-consommation et être achetés auprès d'un fournisseur enregistré sur notre site. Le site myrecyclecontent.com est le point de rencontre entre les producteurs d'emballages circulaires et les entreprises à la recherche d'emballages contenant de la matière recyclée. J'espère que le fonctionnement et les défis de Valipak sont clairs maintenant. Poursuivons maintenant par un des plus importants concepts dans la législation, c'est le responsable d'emballage. Nous allons regarder ensemble quand êtes-vous responsable d'emballage et quels sont les types de responsables d'emballage. Et la législation identifie 3 types de responsables d'emballage en fonction de l'activité de l'entreprise. On va les parcourir. Donc, premièrement, il y a le type A. Vous emballez ou vous faites emballer des marchandises en vue de les mettre sur le marché belge. Fabienne, est-ce que tu peux me donner un exemple du type A? Imaginons que vous êtes un producteur de boissons non alcoolisées et que vous commercialisez vos produits en Belgique. Vous allez donc utiliser différents emballages pour emballer ces boissons. Une canette, une bouteille, un film plastique pour les maintenir ensemble, un intercalaire en carton pour empiler les canettes ou les bouteilles, etc. Les boissons étant votre produit, vous allez acheter de l'emballage. Pour tous ces emballages, vous êtes le responsable d'emballage de type A. Il y a cependant une exception à cette règle. Dans le cas où vous fabriquez de produits, mais que vous les conditionnez selon les instructions de votre client. Ces produits sont donc commercialisés sous la marque de vos clients. Dans ce cas, nous parlerons de produits sous marque propre. En tant que producteur de produits sous marque propre, vous n'êtes pas responsable pour les emballages utilisés pour ces produits. Vous ne devez donc pas les déclarer sous la responsabilité d'emballage de type A. Le client qui donne des instructions sur les emballages à utiliser et qui, en fin de compte, met les produits sur le marché belge est dans ce cas le responsable d'emballage. Il déclarera
ces emballages sous la responsabilité d'emballage de type A s'il fait emballer en Belgique ou de type B s'il fait emballer à l'étranger. Et ensuite, il y a le type B. Donc, vous importez ou vous faites importer des marchandises emballées en vue de les mettre sur le marché belge. Vous ne déballez pas et ne consommez pas les marchandises vous-même. Encore un exemple, Fabienne. En tant qu'importateur, vous êtes toujours le responsable d'emballage. Alors, supposons que vous êtes un marchand de matériaux de construction et que vous importez des carrelages de l'Italie. Ces carrelages sont expédiés dans des caisses. Une fois reçue, la caisse est vendue dans son intégralité à votre entrepreneur. L'emballage autour de ces carrelages, c'est-à-dire la caisse ou éventuellement un autre emballage de protection, tombe sur votre responsabilité de type B. Cela s'applique également si vous êtes le distributeur et que les marchandises sont livrées directement vers vos clients. Et enfin, il y a encore la responsabilité de type C. Donc, vous importez des marchandises emballées que vous déballez et où vous les consommez sur le territoire belge. Donc, ça veut dire que les emballages deviennent des déchets dans votre entreprise. Je vais donner un exemple. Votre entreprise est un producteur de détergents et achète des matières premières à l'étranger, de l'acide citrique dans des fûts par exemple, pour les utiliser dans son processus de production. Une fois que les fûts sont vides, ils deviennent déchets dans votre entreprise. Ces fûts relèvent de votre responsabilité d'emballage de type C. Et chaque règle a des exceptions, à savoir ce qu'on appelle dans le jargon l'emballage à façon. Ceci s'applique seulement pour le type C. Et on parle d'un emballage à façon à partir du moment où vous déballez, vous remballez ou vous emballez des produits qui ne vous appartiennent pas. Je vais donner encore un exemple. Vous êtes une entreprise de transport qui travaille pour un client étranger et vous reconditionnez des commandes. Dans ce cas bien précis, vous êtes en tant qu'entreprise de transport uniquement responsable des emballages que vous déballez et vous devrez donc les inclure dans votre déclaration. Par contre, vous n'êtes pas responsable pour les emballages que vous utilisez pour le reconditionnement. Même si votre commanditaire est belge et que les marchandises proviennent de l'étranger, vous devez inclure les emballages des marchandises que vous déballez dans votre déclaration. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, je résume les trois types. Type A, vous emballez ou vous faites emballer des marchandises en vue de les mettre sur le marché belge. Type B, vous importez ou vous faites importer des marchandises emballées en vue de les mettre sur le marché belge. Vous ne déballez pas et ne consommez pas les marchandises vous-même. Et type C, vous importez des marchandises emballées que vous déballez et où vous consommez sur le territoire belge. Donc les emballages deviennent des déchets dans votre entreprise. Il est parfaitement possible de répondre à plusieurs types de responsables d'emballage. Par exemple, votre entreprise est un distributeur de pièces de machines. Vous importez des pièces détachées emballées de la France. Ces pièces sont emballées individuellement dans des boîtes en carton et ces boîtes sont emballées par 10 dans une grande caisse en carton. 20 de ces caisses sont empilées sur une palette en bois et sont entourées de films plastiques étirables pour la sécurité du transport. Un de vos clients commande des palettes entières d'un type de pièces. Vous pouvez parfaitement livrer ces palettes directement à vos clients sans les déballer. D'autres clients commandent un certain nombre de pièces de différents types. Pour cela, vous déballez les palettes et les caisses nécessaires, vous composez une commande spécifique et vous réemballez le tout pour assurer une bonne livraison à vos clients. Votre entreprise est alors à la fois responsable d'emballage de type A, de type B et de type C. En tant que type A, pour l'emballage que vous utilisez pour emballer la commande spécifique du client final. Type B, pour les palettes ainsi que le film étirable et les caisses en carton qui sont revendues dans son intégralité vers vos clients. Et enfin le type C, pour les palettes, le film étirable et les caisses que vous aurez déballées afin d'assembler des commandes spécifiques. Maintenant que nous avons vu les trois types de responsables d'emballage, passons à ce que vous devez déclarer exactement. Tout à fait. Commençons par emballage et non-emballage, parce qu'avant toute chose, il faut se poser la question, est-ce que c'est un emballage, oui ou non?
Je vais donner quelques exemples. Le transport des bouteilles de gaz se fait souvent dans des cages métalliques. Les cages métalliques ne sont pas des emballages. Un autre exemple, le transport de vitrage est souvent fait sur des chevalets. Ceux-ci, ce sont bien des emballages. Et cette distinction entre emballage et non-emballage est basée sur des accords avec l'industrie, n'est donc pas toujours logique. Et si vous avez des doutes à ce sujet, vous pouvez consulter la liste emballage et non-emballage qui a été établie par FOST+, Valipac et la Commission interrégionale des emballages. Et elle est disponible sur le site web Valipac Academy dans le module « Comment remplir votre déclaration » sous la rubrique « Quel emballage faut-il déclarer ?» Fabienne, peux-tu me donner un exemple? Oui, Vienna. Je pense par exemple à des mandrins ou des cylindres d'une épaisseur de paroi de plus de 5 mm, autour desquels est enroulé un matériau flexible. Ces mandrins ne sont pas considérés comme des emballages et ne doivent donc pas être déclarés. Merci Fabienne. Arrêtons maintenant aux emballages internes. Donc dès que vous avez déterminé s'il concerne un emballage oui ou non, il faut regarder s'il concerne d'un emballage interne, puisque les emballages internes, il ne faut pas les reprendre dans la déclaration. Les emballages internes ne sont utilisés qu'au sein de l'entreprise elle-même, par exemple pour le transport donc des produits sur le site ou même aussi pour stocker temporairement les produits sur le site. Un exemple l'expliquera peut-être mieux. Une entreprise fabrique des briques et stocke un lot de ces briques qui doit avoir un traitement par après. Ces briques sont stockées dans des emballages en plastique. Cet emballage ne quitte jamais l'entreprise et est donc un emballage interne. Il ne doit donc pas être déclaré à Valipac. Mais Fabienne, supposons que j'ai une entreprise avec 2 sites séparés par une route et je dois transporter mes marchandises d'un site vers l'autre. Est-ce qu'on parle des emballages internes? Non, Vienna. Les emballages des marchandises qui quittent le site d'une entreprise et qui sont donc transportés sur la voie publique ne sont pas considérés comme un emballage interne. Pour vous aider à déterminer si un emballage est un emballage interne ou pas, vous pouvez utiliser l'arbre de décision que vous trouverez sur le site web Valipac Academy dans le module « Comment remplir votre déclaration » sur la rubrique « Quels emballages faut-il déclarer ?» Merci pour ces précisions. Un prochain point qu'on va aborder, c'est la différence entre un emballage ménager et industriel. Parce qu'un emballage industriel, il faut déclarer chez Valipac et un emballage ménager, il faut déclarer chez FOST+. Et vous pouvez faire la distinction entre un emballage ménager et industriel en vous posant la question si votre produit est conçu pour être utilisé exclusivement par les professionnels et l'industrie. Si c'est le cas, l'emballage de ce produit est industriel. Et si vous avez des doutes, vous pouvez consulter la liste grise qui a été établie pour faire la distinction entre un emballage primaire industriel et un emballage primaire ménager. Et cette liste se trouve également sur le site Valipac Academy dans le module « Comment compléter votre déclaration » sous la rubrique « Quel emballage faut-il déclarer ?» Je donne un exemple. Une bouteille de détergent d'1 litre est sans aucun doute un emballage ménager. Mais par contre, qu'en est-il d'un bidon de 15 litres? En consultant la liste grise, nous apprenons que la limite pour les détergents et produits d'entretien est de 10 litres. Tout conditionnement supérieur à 10 litres sera donc industriel. Tout ce qui est inférieur sera donc domestique. En résumé, un emballage primaire est souvent ménager. En cas de doute, suivez la procédure que Vienna vient d'expliquer. Un emballage secondaire ou un emballage de groupage est généralement industriel, sauf pour certains multipacks. Par exemple, l'emballage en plastique autour de 6 bouteilles d'eau. Un emballage tertiaire est toujours industriel. Nous reviendrons sur ces termes dans un instant. Effectivement, Fabienne. Passons maintenant à faire la distinction entre un emballage à usage unique
et un emballage réutilisable, parce que les emballages à usage unique et réutilisables doivent être déclarés séparément. Pour les emballages à usage unique, un taux de recyclage par matériau doit être démontré et ceci n'est pas le cas pour les emballages réutilisables. Pour les emballages à usage unique, vous payez une contribution par tonne et en fonction du matériau. Et les nouveaux tarifs en vigueur à partir de l'année de déclaration 2022 ont été communiqués l'année dernière et ont déjà été appliqués sur la compte facturée l'année passée. Pour les matériaux non recyclables, vous payez 80 € la tonne car nous voulons décourager leur utilisation autant que possible. Et le tarif passera à 106 € la tonne à partir de 2023. Pour les plastiques recyclables, vous payez un tarif de 53 € la tonne et pour tous les autres matériaux, le tarif est 17 € par tonne. Pour les emballages réutilisables, vous ne payez pas de contribution, mais il est important de les déclarer parce que l'industrie Valipac veut suivre l'évolution des emballages réutilisables par rapport aux emballages à usage unique. Et donc, pour les emballages réutilisables, il existe uniquement une obligation d'information. Un emballage réutilisable uniquement si les 3 conditions suivantes sont remplies de manière cumulative. D'abord, l'entreprise, ses clients et les fournisseurs doivent être prêts à réutiliser l'emballage pour le même usage. Deuxième condition, l'emballage doit répondre à certaines exigences de qualité et de protection. Et la troisième condition, il doit y avoir un système qui encourage et même garantit la réutilisation des emballages. Et je crois que, Fabienne, il est utile de donner un peu plus d'informations sur les différents systèmes de pool. Ouais, effectivement, Vienna. Pour les emballages réutilisables, il est intéressant de faire la différence entre un circuit ouvert et un circuit fermé. Commençons par le circuit ouvert. Un bon exemple d'emballage réutilisable à circuit ouvert sont les palettes, dont les plus connues sont des palettes Euro, palettes Shep ou encore des LPR ou PRS. Ce type de palette est soit suivi électroniquement, soit conservé dans le pool via un système de dépôt ou encore cautionné. Par contre, au niveau du circuit fermé, nous avons les emballages réutilisables qui sont souvent des emballages qui font des allers-retours entre partenaires fixes. Par exemple, les piles sont fabriquées à un endroit X et ensuite sont transportées dans des boîtes en plastique réutilisables vers un endroit Y où elles seront emballées. Le camion vide ramène le chargement de ces boîtes vides à l'endroit X. Ces boîtes en plastique sont donc un emballage réutilisable en circuit fermé et ce propre à l'entreprise. Et pour vous aider à faire la distinction entre un emballage unique ou réutilisable, nous avons fait un arbre de décision que vous trouverez également sur le site Valipac Academy dans le module « Comment compléter votre déclaration » sous la rubrique « Quel emballage faut-il déclarer ?» Mais j'ai quand même encore une petite question, Fabienne. Si je réutilise par exemple une boîte en carton que je reçois d'un fournisseur et je vais réutiliser cette même boîte pour emballer mes propres marchandises en vue de les mettre sur le marché belge, est-ce qu'on parle alors d'une boîte réutilisable? Je te propose de reprendre l'arbre de décision. 3 questions se posent impérativement. Est-ce que vous allez utiliser à nouveau cette boîte en carton pour le même usage? Oui. Est-ce que la boîte répond à toutes les prescriptions techniques pour être réutilisée un certain nombre de fois pour le même usage? Oui. Alors Vienna, on va se référer à la dernière question de notre arbre de décision. Existe-t-il un système qui permette à l'emballage d'être réutilisé au minimum 2 fois pour le même usage? Ah non, il n'y a pas de système. Désolée Vienna, mais dans ce cas-ci, vous ne pouvez pas considérer cette boîte comme réutilisable. Nous tenons à rappeler que l'obligation d'information s'applique également aux emballages réutilisables et qu'il y a donc lieu de les inclure dans votre déclaration.
Merci Fabienne, c'est très clair. Maintenant, vous savez déjà pour quel emballage que vous êtes responsable. S'il s'agit des emballages à usage unique ou réutilisables, et vous savez faire aussi la différence entre un emballage ménager et industriel. On va continuer maintenant à faire la distinction entre un emballage primaire, secondaire et tertiaire. L'emballage primaire est un emballage de vente destiné à contenir une unité de vente pour l'utilisateur final. Prenons comme exemple un paquet de café d'1,5 kg. Un emballage secondaire est un emballage de groupage conçu pour rassembler différentes unités de vente. Par exemple, 6 paquets de café emballés dans une grande caisse en carton. Et enfin, un emballage tertiaire, c'est un emballage de transport conçu pour éviter les dommages liés à la manipulation ou le transport des marchandises. Et de nouveau, je donne un exemple, 20 caisses en carton sur une palette entourée d'un film étirable. Voilà, cette distinction est claire. D'autre part, il est aussi important de connaître la différence entre un emballage recyclable et non recyclable, puisqu'il faut les déclarer séparément. Et la différence est faite sur base des matériaux des emballages. Ce n'est donc pas le contenu qui détermine si votre emballage est recyclable ou non. Et Fabienne va donner un peu plus d'informations sur les différents matériaux à ce sujet. Les matériaux suivants sont considérés comme non recyclables. Papier, carton. Alors on parlera du papier paraffiné, bitumé ou siliconé. Au niveau du plastique, ce sont des emballages composés de plusieurs couches de polymères différents et ceux-ci sont considérés comme un emballage non recyclable. Ce sont des plastiques souvent communément appelés laminés. Et enfin, autres, nous avons les emballages en céramique qui sont également considérés comme des emballages non recyclables. Et en ce qui concerne le bois, le métal ou le verre, tous ces emballages industriels sont considérés comme recyclables. Continuons maintenant avec la déclaration des emballages de produits dangereux. Encore parce que vous devez les déclarer séparément. Et ceci s'applique uniquement aux emballages primaires. Et la règle est la suivante. Si le produit ou l'emballage est toxique, dangereux, corrosif ou similaire, l'emballage est considéré comme un emballage de produits dangereux. Et souvent, vous allez les reconnaître sur les produits par les pictogrammes CLP. Enfin, un dernier point important que je voulais absolument aborder, c'est My Recycle Content. L'intégration du contenu recyclé dans les emballages fait partie des priorités des agendas politiques. Des obligations de contenu recyclé dans les emballages industriels en plastique sont déjà reprises dans la directive européenne Emballage et déchets d'emballage et entreront en vigueur en Belgique à partir de 2024. C'est pour cette raison que Valipack veut déjà encourager les entreprises à acheter des emballages qui contiennent de la matière recyclée. Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez bénéficier en tant que client de Valipack un bonus de 50 € la tonne de matière recyclée présente dans vos emballages industriels en plastique. Et ce bonus s'applique uniquement aux emballages industriels qui contiennent un minimum de 30% de matière recyclée post-consommateur, c'est-à-dire des matériaux qui proviennent de la collecte sélective dans les entreprises ou qui sont triés dans les centres de tri. Encore le deuxième point, qui proviennent de fournisseurs enregistrés sur myrecyclecontent.com et enfin, qui sont utilisés entre le 1er janvier et le 31 décembre pour commercialiser vos produits sur le marché belge. Le bonus est versé pour la première fois sous forme d'une réduction sur le montant de la facture de votre déclaration de l'année de référence 2022. Alors, pour calculer le montant, vous devez mentionner les emballages industriels en plastique contenant de la matière recyclée émis sur le marché belge séparément dans votre déclaration. Exemple, l'année dernière, l'entreprise a acheté des housses rétractables qui contiennent 50% de matière recyclée. Le poids total des housses est de 20 tonnes. 60% de ces emballages sont destinés au marché belge, 40% à l'exportation. Le bonus va s'élever à 20 tonnes x 60%,
ce qui correspond à 12 tonnes, dont 50% de matière recyclée. Ça nous donne 6 tonnes à 50 €, soit 300 €. Si l'emballage contient 30% de matière recyclée, mais que l'entreprise utilise moins de 200 kg de matière recyclée sur une base annuelle, elle recevra un bonus forfaitaire de 10 €. À partir d'une utilisation annuelle de 201 kg de matière recyclée, le bonus sera calculé selon l'exemple décrit ci-dessus. Et Fabienne, on a donné beaucoup d'informations, donc je vais récapituler. Tout d'abord, il faut déterminer s'il s'agit d'un emballage oui ou non. Ensuite, vous devez vérifier si l'emballage est un emballage interne ou non. Pour les emballages primaires, il faut faire la distinction entre les emballages ménagers et industriels. Ensuite, il faut déterminer s'il concerne un emballage à usage unique ou un emballage réutilisable, et il faut aussi les déclarer séparément. Et pour les emballages à usage unique, il faut aussi faire la distinction entre les emballages primaires, secondaires et tertiaires. Ensuite, il faut encore faire la distinction entre les emballages recyclables ou non recyclables. Et n'oubliez pas de faire la distinction entre produits dangereux et non dangereux. Et ce qui est nouveau à partir de l'année des déclarations 2022, c'est le bonus pour l'utilisation des emballages industriels en plastique qui contiennent au moins 30% de matière recyclée et que vous devez aussi déclarer séparément. Et Fabienne, je te laisse maintenant la parole pour expliquer comment obtenir les données dans la déclaration. Dans cette partie, nous allons parcourir ensemble les différents types de déclarations, mais surtout les méthodes de calcul que vous pouvez utiliser afin de déterminer le poids des emballages à déclarer. Tout d'abord, il y a deux types de déclarations. Votre première déclaration sera toujours une déclaration détaillée par laquelle vous nous communiquez en détail le poids des emballages pour lesquels vous êtes responsable. Ensuite, si cette déclaration détaillée est inférieure à 25 tonnes, vous pouvez choisir de faire une déclaration simplifiée l'année suivante. Cette déclaration est basée sur l'évolution de votre chiffre d'affaires. La limite était fixée à 10 tonnes. À partir de la déclaration 2022, le seuil est porté à 25 tonnes. Et ça permettra à beaucoup d'entreprises à utiliser cette méthode. Vous pouvez utiliser cette méthode pendant 4 ans de suite, même si le tonnage de votre déclaration dépasse les 25 tonnes, pour autant qu'il ne dépasse pas les 50 tonnes. Tous les 5 ans, nous vous demandons de remplir à nouveau une déclaration détaillée. Je vous donne un exemple. Pour 2021, vous avez déclaré 24 tonnes d'emballage à usage unique. Pour la déclaration de 2022, vous choisissez de faire une déclaration simplifiée, puisque vous y avez droit, et vous nous communiquez les chiffres d'affaires suivants. Chiffre d'affaires de 2021, 100 millions d'euros. Chiffre d'affaires de 2022, 125 millions d'euros. Votre chiffre d'affaires a donc augmenté de 25%. Nous appliquons ce pourcentage sur la déclaration de 2021. Vous aviez 24 tonnes, plus 25%, ce qui équivaut à 30 tonnes pour votre déclaration de 2022. Pour votre déclaration de 2023, vous pouvez toujours utiliser cette méthode, même si le tonnage de 2022 est supérieur à 25 tonnes. Par contre, pour la déclaration de 2026, il faudra refaire une déclaration détaillée. Mais alors à ce moment-là, n'hésitez pas à revenir vers nous à cette période si vous avez la moindre question. Si vous n'entrez pas en ligne de compte pour la déclaration simplifiée, c'est-à-dire si vous avez plus de 25 tonnes d'emballage à usage unique à déclarer, ou si vous faites pour la première fois une déclaration, il faudra remplir une déclaration détaillée. Si vous achetez des emballages en plastique avec du contenu recyclé, il faudra également et obligatoirement passer par une déclaration détaillée pour pouvoir obtenir ce bonus. Vous ne pouvez donc pas bénéficier du bonus si vous faites une déclaration simplifiée. Dans la déclaration détaillée, vous nous renseignez le poids des matériaux d'emballage pour lesquels vous êtes responsable d'emballage. Mais comment obtenir ces données? Vous pouvez vous baser sur votre propre système d'inventaire et utiliser une ou une combinaison de 3 méthodes suivantes.
La méthode 1, c'est sur base de fiches de produits. La méthode 2, c'est sur base de matériaux d'emballage. Et méthode 3, c'est sur base de déchets des emballages. Mais en tout cas, je vous conseille d'utiliser la méthode ou les méthodes qui vous conviennent le mieux et qui vous donnent les données les plus fiables et réalistes. Voilà Fabienne, je te laisse maintenant la parole pour expliquer ces différentes méthodes. Merci Vienna. Regardons de plus près la première méthode, celle basée sur l'utilisation de vos fiches produits. Voici l'exemple d'une fiche produit. À partir de cette fiche, vous pouvez estimer la quantité d'emballage utilisée pour un produit, et ceci tant au niveau des emballages primaires, secondaires que tertiaires. Vous avez besoin de la quantité des produits mis sur le marché belge et des poids des emballages utilisés. Attention, tout ce qui part à l'exportation ne doit pas être déclaré. Prenons un exemple. Votre unité de vente est une canette. C'est donc un emballage primaire. Celles-ci sont emballées dans des cartons de groupage. Ce seront vos emballages secondaires. Et enfin, vos cartons seront placés sur des palettes avec un film étirable, comme emballage tertiaire. Sur la base de l'ensemble de vos fiches produits, vous pouvez calculer la totalité du tonnage dont vous êtes responsable. Petit conseil, rédigez toujours vos fiches produits sur la même base et déterminez auparavant comment vous allez travailler, soit par unité de vente, soit par caisse en carton, soit par palette, et utilisez cette base pour toutes vos fiches produits. N'hésitez pas à appliquer la règle de 80-20. Si vous avez par exemple plus de 100 produits différents, il n'est pas réaliste de faire des fiches produits pour la totalité de vos articles. Concentrez-vous sur les 20 produits les plus vendus et qui représentent 80% de votre chiffre d'affaires. Ensuite, vous l'extrapolez à 100%. Ça vous simplifiera la vie. Vous pouvez aussi réaliser une fiche produit moyenne pondérée par catégorie de produits. C'est une solution fréquemment utilisée par les entreprises ayant de nombreuses références de produits. Divisez les références de produits en un nombre gérable de catégories de produits et donnez à chaque catégorie un poids moyen. Établissez une fiche produit moyenne pondérée pour chaque catégorie de produits. Il en résultera un poids moyen de vos emballages proche de la réalité. Voilà pour la première méthode. Passons à la seconde méthode, celle basée sur les matériaux d'emballage. Cette méthode peut être utilisée si vous emballez ou faites emballer des produits en vue de les mettre sur le marché belge, donc pour les responsables d'emballage de type A. Elle est basée sur la quantité d'emballage acheté pour emballer des produits mis sur le marché belge. Vous aurez besoin du poids et du type de matériaux d'emballage utilisés. La façon la plus simple pour calculer les données est de se baser sur les factures d'achat des matériaux d'emballage, en l'occurrence auprès de vos fournisseurs chez qui vous achetez vos emballages. Si vous ne connaissez pas le poids des matériaux d'emballage, vous pouvez le demander à votre fournisseur. Souvent, les poids sont indiqués sur le bon de livraison. Une fois que vous aurez déterminé le poids total, il faudra encore déduire les emballages utilisés pour l'exportation de vos produits, étant donné que votre déclaration ne concerne que les emballages mis sur le territoire belge. Vous pouvez déterminer ce pourcentage en vous basant éventuellement sur le chiffre d'affaires réalisé en Belgique par rapport à celui réalisé à l'exportation, pour autant que les produits vendus en Belgique et à l'étranger soient similaires. Si cette comparaison n'est pas possible, vous devez déterminer vous-même une clé de répartition. Petit conseil, faites de préférence vos calculs sur la base des statistiques de vente, donc vos unités de vente, plutôt que sur la base du chiffre d'affaires réalisé. La dernière méthode est celle basée sur la quantité des déchets d'emballage, également connue sous le nom de la méthode conteneur. Vous pouvez l'utiliser si vous importez et déballez des produits que vous utilisez dans votre entreprise, c'est-à-dire si vous êtes responsable d'emballage de type C. Prenons l'exemple de notre fabricant de détergents. Supposons que toutes les matières premières sont achetées à l'étranger. Soucieux de l'environnement, il utilise plusieurs conteneurs sélectifs pour le tri de ses déchets. Pour cette entreprise, c'est simple, le contenu de ces conteneurs correspond à sa responsabilité de type C, puisque tous les emballages proviennent de l'étranger.
Pour obtenir les informations, il prend contact avec son collecteur de déchets et les utilise dans sa déclaration à Valipack. Par contre, si les déchets présents dans les conteneurs sélectifs ne concernent pas uniquement des déchets d'emballage de produits importés, il faudra déterminer une clé de répartition pour calculer le pourcentage à déclarer, puisque dans vos conteneurs se trouvent à la fois des déchets d'emballage en provenance de l'étranger, mais également de la Belgique. Et vous ne devez pas déclarer les déchets de vos fournisseurs belges. Enfin, tenez uniquement compte de la quantité des déchets d'emballage industriel. On ne comptabilise donc pas les déchets de bureau ou de production. Valipack peut vous aider à déterminer les pourcentages d'emballage industriel. Et pour terminer, vous devrez également déclarer la partie d'emballage se trouvant dans votre conteneur pour les déchets résiduels. Des analyses ont démontré que les déchets résiduels contiennent encore un certain pourcentage d'emballage industriel. Un conteneur fixe contient en moyenne encore 5% de déchets d'emballage, répartis en 2% de plastique, 2% de papier carton et 1% de bois. Pour un conteneur pivotant, ceci est de 4,2%. Il y a 2% de plastique, 2% de papier carton et généralement aussi 0,2% de bois. Ce sont ces pourcentages que vous devez appliquer à la quantité totale des déchets résiduels mis en incinération. Et finalement, je vous donne encore les informations pour le calcul des emballages réutilisables. Et aussi, comme pour les emballages à usage unique, il faut faire la distinction entre type A, type B et type C pour la responsabilité d'emballage. Et pour les emballages réutilisables appartenant à un circuit ouvert, donc par exemple les palettes Euro, les palettes Shep, les palettes rouges, nous demandons uniquement de nous communiquer le nombre. Par contre, pour les emballages réutilisables qui appartiennent à un circuit fermé, donc ça veut dire ceux propres à votre entreprise, donc il faut nous communiquer le type d'emballage, aussi le poids unitaire et le nombre. Et pour les emballages réutilisables, il faut compter chaque utilisation. Si par exemple vous réceptionnez des produits sur une palette réutilisable d'un fournisseur étranger que vous déballez dans votre société et que vous réutilisez cette même palette à nouveau pour emballer et donc aussi pour transporter vos produits vers vos clients, il faudra déclarer cette palette 2 fois. Une première fois en tant que responsable de type C, puisque vous l'avez déballé, et une seconde fois en tant que responsable de type A, puisque vous avez utilisé à nouveau cette palette pour livrer vos produits sur le marché belge. Voilà pour les différentes méthodes de calcul qui permettent de déterminer les données de la déclaration détaillée. Pour les importateurs et distributeurs de produits, donc pour les responsables d'emballage de type B, actifs dans des secteurs bien spécifiques, nous avons développé en collaboration avec les fédérations et les représentants sectoriels des méthodes de calcul standardisées qui peuvent vous aider à déterminer les données de la déclaration. Il s'agit des secteurs vins et spiritueux, jouets, art de la table, cadeaux d'affaires, imprimerie ou encore éditeurs. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter nos collègues qui se feront un plaisir de vous aider. On va passer maintenant à la dernière partie, comment transmettre votre déclaration. Et la façon la plus facile, c'est d'utiliser notre plateforme en ligne MyDeclaration. Ainsi, vous avez accès aux informations des déclarations des années précédentes et aussi à vos factures. Si vous n'utilisez pas encore MyDeclaration, il n'est jamais trop tard pour le faire. Pour avoir accès à l'application, vous devez d'abord vous enregistrer et il suffit de contacter notre service clientèle. Vous recevrez alors un mail d'enregistrement avec un lien via lequel vous pourrez créer votre mot de passe. Le nom d'utilisateur sera votre adresse email. Dès que vous êtes enregistré, vous pouvez vous connecter à MyDeclaration
pour compléter et transmettre votre déclaration. Nous avons fait aussi une vidéo qui est disponible et qui explique clairement comment introduire votre déclaration via My Declaration. Dans cette même vidéo, on explique aussi très bien comment obtenir le bonus My Recycled Content. Et le lien vers cette vidéo sera communiqué dans l'email que vous allez recevoir parce que vous avez participé à ce webinaire. Voilà, nous voici arrivés à la fin de ce webinaire. Comme mentionné au début, cette session a été enregistrée et vous pouvez la consulter à nouveau sur notre site Valipak Academy dans le module Replay et webinaire. Dans un instant, nous passerons à une séance de questions-réponses en direct où Vienna et moi-même répondrons aux questions que vous aurez posées dans le chat. Si la question est très spécifique ou complexe, nous ne manquerons pas de vous contacter plus tard pour en discuter de vive voix. Alors à tout de suite. À tout de suite.